Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Un seul titre à la une de ce 20h. Dans quelques heures, 2024 cédera la place à 2025. Le président de la République, Alassane Ouattara, prononcera son discours de Nouvel An. Bienvenue sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, sacrifie à la tradition. Depuis le palais présidentiel, il s'adresse à la nation. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos deux gendarmes, interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso, alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience et à travers eux, l'ensemble de nos forces armées, notre gendarmerie et notre police. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mes chers compatriotes, l'année 2024 a été marquée par la parfaite organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par notre pays. Je tiens à renouveler la reconnaissance de toute la nation à nos éléphants champions d'Afrique pour la 3e fois. Au plan diplomatique, notre pays continue de rayonner à l'international
depuis le 4 décembre 2024, le savoir-faire lié à la fabrication de notre attiéké est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale fait notre fierté. Je me réjouis également d'avoir été choisi par l'UNESCO en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je continuerai d'œuvrer pour le rayonnement de ce prix, ainsi que pour la promotion des valeurs de paix que nous a léguées notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, notre compatriote Zeinab Bansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine, une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Chers frères, chères sœurs, l'année 2024 a également vu la poursuite de nos investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques et des télécommunications. Nous continuerons sur cette lancée avec la réhabilitation et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, pour donner à notre pays un aéroport à la hauteur de ses ambitions économiques et touristiques. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Mes chers compatriotes, l'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire, et cela avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjené, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. La compétitivité de nos universités et grandes écoles s'améliore également. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohamed V du Maroc. Nous continuerons d'améliorer les conditions d'études et de vie de nos étudiants. Dans ce cadre, les cités universitaires, y compris celles de l'Institut national polytechnique et de l'École normale supérieure, feront l'objet de réhabilitation complète dès janvier 2025. Nous augmenterons également le nombre d'étudiants boursiers dès la rentrée académique prochaine. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, de nouveaux centres de formation seront mis en service dès 2025 pour donner à nos enfants une formation de qualité et des perspectives d'emploi.
En matière de santé, la couverture du territoire se poursuit. Désormais, 80% des populations vivent à moins de 5 km des centres de santé, contre 66% en 2011. À ce jour, 16 millions de personnes sont enrôlées à la couverture maladie universelle. En 2025, nous poursuivrons la construction de 9 hôpitaux généraux, de 4 centres hospitaliers régionaux, du CHU d'Abobo et l'achèvement du nouvel institut de cardiologie de Bouaké. Mes chers compatriotes, la mise en œuvre du programme social du gouvernement se poursuit avec succès. Désormais, 94% des localités de notre pays ont accès à l'électricité. Notre objectif est de couvrir la totalité du pays en électricité à la fin de l'année 2025. Grâce à notre programme Électricité pour tous, 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexions au réseau électrique au tarif social de 1 000 francs CFA. Quant à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de production d'eau potable. À cet égard, le projet Eau pour tous a été lancé en 2024. Il vise 200 chefs-lieux de sous-préfecture, ainsi que les localités de 4 000 habitants et plus. Les travaux d'extension et de densification des réseaux de distribution sont également en cours dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le gouvernement poursuivra ses actions en faveur de la réduction des inégalités sociales et la protection des ménages les plus fragiles. Dans ce cadre, le programme des filets sociaux, qui compte aujourd'hui 230 000 bénéficiaires, sera renforcé par 70 000 nouveaux ménages en 2025. J'ai instruit le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, à l'effet d'y inclure les ménages touchés par les déguerpissements dans certains quartiers du district d'Abidjan. En ce qui concerne l'accès au logement, ce sont à ce jour près de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été construits et rendus habitables grâce au soutien de l'État, notamment aux facilités fiscales offertes aux promoteurs immobiliers et aux investissements importants dans la voirie notamment. De plus, les importantes réformes entreprises ces dernières années permettront en 2025 de produire des logements sociaux en plus grand nombre. Et s'agissant de nos parents planteurs, notre politique d'amélioration des revenus en milieu rural a permis d'augmenter de manière significative le prix bord champ du cacao, qui a atteint 1 800 francs CFA contre un maximum de 1 100 francs CFA par le passé. De plus, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle dès le premier trimestre 2025. Il s'agit là d'une mesure historique en faveur de nos parents planteurs et de leurs familles. Mes chers compatriotes, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB
de 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Il sera d'environ 7% en 2025. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Nous continuerons de maintenir la solidité de notre cadre macroéconomique et de nos finances publiques pour consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux, et bien évidemment pour les Ivoiriens également. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés. Ainsi, la production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024, contre 846 000 tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tchemoko Mélié-Koné, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Mes chers compatriotes, notre politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles. Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de 2 gisements d'or de classe mondiale. L'exploitation de nos ressources naturelles soulève toutefois le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique d'ici à 2030. Nous continuerons aussi d'accorder une attention particulière à la restauration de notre couvert forestier et au développement d'une agriculture respectueuse du climat. Enfin, nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025. Mes chers compatriotes, les conditions de travail dans la fonction publique ont connu une amélioration avec l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique et une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires tous les 2 ans, depuis 2014. Nous avons aussi initié un dialogue social avec les organisations syndicales pour garantir la paix sociale. Nous poursuivrons également nos actions en faveur de l'autonomisation et la promotion des femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ainsi, ce sont plus de 420 000 femmes qui ont pu accéder à des ressources financières en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Mes chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous constituez l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'attache une attention particulière aux mesures en faveur
de votre épanouissement. Je connais votre envie d'exprimer votre talent, votre soif d'indépendance et votre besoin d'épanouissement pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays. Le programme jeunesse du gouvernement s'inscrit aussi dans ce cadre et il a déjà permis à des milliers de jeunes d'en bénéficier. Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est pourquoi nous lancerons en 2025 la construction d'une cité de l'innovation et de la culture. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération. Elle intégrera des incubateurs de start-up ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer notre marche vers le développement dans la paix, l'union et la discipline. À l'orée de l'année 2025, je veux aussi traduire la solidarité de la nation à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui passeront se réveillant dans la solitude ou dans la maladie. La célébration des fêtes de fin d'année est aussi l'occasion du pardon. C'est pourquoi, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai décidé d'accorder la grâce à environ 2000 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, j'appelle toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'approprier nos idéaux de paix et de cohésion sociale, à apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire que nous devons continuer à faire rayonner en Afrique et dans le monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite à chacune et à chacun de vous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays.
Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, a parlé ce soir à la nation. Il a prononcé son traditionnel discours de Nouvel An. Mais que retenir de cette adresse du chef de l'État à 10 mois de la présidentielle? Que retenir au plan politique, sécuritaire, socio-économique, éducatif, sportif? Nous sommes en compagnie de deux invités pour faire le décryptage du discours du chef de l'État. Je suis en compagnie de Lanciné Bakayoko. Bonsoir Lanciné. Bonsoir Marie. Vous êtes journaliste à la rédaction de RTI 1. Et à vos côtés, nous avons professeur Simplice Dion. Il est politique, philosophe, c'est ça? Philosophe politique. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez d'écouter le chef de l'État. Dites-moi, ce discours était très attendu, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'était un discours qui était très attendu, mais il faut admettre aussi que c'est un rituel. C'est un rituel traditionnel qui se fait chaque année, donc c'était attendu. Très attendu parce que nous sommes à l'orée de la présidentielle et certainement, j'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que ça a répondu aux attentes des politiques ou des citoyens lambda? Bon, voilà, moi je pense que ça a répondu aux attentes de la population parce que les questions électorales, c'est vrai, ça concerne l'ensemble de la population, mais au moment où nous sommes, il n'y avait aucune contrainte constitutionnelle qui fait que le président de la République était obligé de tenir un discours relativement aux élections. Même s'il l'a fait de façon sobre, je pense qu'il est dans ses prérogatives. Maintenant, qu'il n'ait pas pu dire s'il sera candidat ou pas, ça, c'est son calendrier personnel. Et aucune contrainte constitutionnelle ne l'oblige aujourd'hui à le dire maintenant. Parce qu'il a au moins jusqu'en août pour le faire. Et je pense que lui-même, son calendrier et le calendrier constitutionnel aujourd'hui lui permettent de faire un discours sans faire allusion à sa possible candidature ou non. Donc, il est dans ses droits. Professeur Dion? Mais la parole du chef est une parole qui est toujours attendue, parce qu'on ne sait jamais ce que le chef va dire. Le leadership, il est toujours impénétrable, il est toujours imprévisible, et il était important qu'on l'écoute. Il est le chef de la nation. C'est lui qui nous conduit. Et à un moment aussi important comme celui-ci, il est nécessaire pour lui de dire « Je vous conduis, voici le chemin que nous faisons. Je suis devant et vous êtes derrière. Il y a ce que vous ne voyez pas, mais je vous indique cet horizon. Et je pense que c'est un horizon d'espoir. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. » Il fait donc le bilan. Il dit « Attention, il y a des défis. Malgré ce bilan positif, il y a des défis. Et je vous promets qu'en ce qui concerne les défis, ensemble, nous allons les attaquer. » Voilà comment il tombe dans les perspectives et il nous annonce toutes ces belles perspectives que nous avons entendues tout à l'heure. Et justement, nous sommes à 10 mois de la présidentielle. On sait que beaucoup s'attendaient certainement à ce que le chef de l'État dise oui ou non s'il sera candidat. Est-ce que c'était aussi le cas pour vous? Vous y attendiez ou... Alors, moi, je pense qu'il ait passé cela sous silence, il y a des... Cela vous dit? Ce genre d'annonce, ça se fait avec une solennité particulière et dans un format particulier. Pas dans ce format-là, où on doit faire le bilan de l'activité et où on doit annoncer un certain nombre de choses à faire. Il le dira forcément un jour, mais quand on est chef, on a le curseur et on a la montre. Quand il décidera que c'est le moment, il parlera. Et aucun chef n'agit sous la pression. Il a donc sa méthode à lui. Et sa méthode, sa façon de fonctionner, il a sa vision et il a surtout le temps. Alors, professeur Dion, si vous voulez ajouter quelque chose moi, je voudrais dire qu'être candidat à une élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout un projet personnel. Or, ce discours qu'il vient de tenir, c'est un discours qui est, si vous voulez, une sorte de prérogative constitutionnelle qu'il est en train de couvrir. Donc, pour moi, il n'avait pas nécessairement obligation de faire une annonce de cette nature. Et comme le professeur l'a dit, ça peut se faire avec une autre solennité et ça peut se faire ultérieurement. Mais je pense qu'il a eu le nœud creux, à mon avis. Ça aurait été superflu qu'il annonce aujourd'hui une candidature parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de projets et ce sont ces projets qui, a priori, intéressent les Ivoiriens. Il a parlé de projets économiques, de projets sociaux et beaucoup de perspectives. Pour moi, candidature, oui ou non, aujourd'hui, ça ne devrait pas être la priorité des Ivoiriens. Donc, vous n'êtes pas surpris par ce discours du chef de l'État. Vous allez garder la parole, l'enseigner. Alors, dites-moi, comment vous évaluez le ton employé par le président de la République? Était-il rassurant? Était-il mobilisateur? En tout cas, il n'était pas vindicatif, ce ton. Il a eu l'assurance des chefs
en effet, parce que le chef, comme on peut le dire, donne le cap, donne les orientations. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a donné les perspectives. Il a fait d'abord le bilan de sa gouvernance sur les 24 derniers mois, même s'il est parfois allé un peu plus loin en arrière, mais il a donné les perspectives pour l'année 2025 qui arrive. Et puis, moi, il n'était pas aussi vindicatif vis-à-vis, même au point de vue politique, même de ses adversaires. Il a parlé des élections apaisées, assurer la communauté internationale, assurer ses compatriotes, que l'élection qui est souvent anxiogène dans notre pays ne le sera pas pour 2025. Et je pense qu'il a déjà fait la preuve, puisqu'en 2020, il y a eu plus de peur que de mal. Professeur Dion. Le bon chef, c'est celui qui rassure, c'est celui qui apaise, même dans les moments difficiles. Son rôle, ce n'est pas de pessimiser, son rôle, ce n'est pas d'alarmer. Son rôle, parce qu'il est chef, c'est de dire, même dans des difficultés, il y a des opportunités, il y a des chances, faites-moi confiance, nous irons là où nous avons promis que nous devons aller ensemble. Donc c'est normal qu'il ait ce ton qui rassure, mais le chef mobilise. Le chef ne démobilise pas. Le chef met les troupes dans les conditions nécessaires pour dire voici l'horizon, allons vers l'horizon. Je crois qu'il est dans son rôle et il a su bien le tenir. Vous allez garder la parole. Vous avez parlé tout à l'heure du bilan que le chef de l'État a fait. Il y a eu plusieurs points qui ont été abordés, notamment au plan économique, au niveau éducatif, etc. On va y arriver. Mais je voudrais que vous puissiez résumer, parce que je sais que vous en avez la compétence, les annonces marquantes de ce discours du chef de l'État. Alors, en termes d'annonces marquantes, tout le discours qu'il vient de tenir, c'est un discours qui parle de sécurité. Mais pas de sécurité dans le sens sécuritariste du terme, sécurité physique. Il parle de sécurité, c'est-à-dire du bien-être. On est dans un état parce qu'on souhaite le bien-être pour chacun. Et pour qu'il y ait bien-être, il faut que je sois en sécurité, que personne ne m'agresse quand il a envie de m'agresser. Sécurité physique. Ministère de la Sécurité, ministère de l'Intérieur et les armées. Il en a parlé. Il dit, on a pris un certain nombre de mesures, on est rassuré de ce côté. Il faut qu'il y ait l'éducation. Il faut que les gens puissent se soigner. Donc, au niveau de l'éducation, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous comptons faire pour améliorer notre bien-être, donc notre sécurité du point de vue de l'éducation et la formation des enfants. Du point de vue de la santé, voici où nous sommes. Nous avons réussi quelque chose d'extraordinaire, mais je suis conscient qu'on n'a pas tout fait. C'est pourquoi, les années à venir, nous allons multiplier les pôles sanitaires et nous allons faire en sorte qu'on se sente encore davantage mieux quand on va se soigner dans les hôpitaux. Vous voyez, donc, il a fait un balayage de tous les secteurs d'activité, de toutes les thématiques importantes dans la gestion d'un État. Et il dit, nous avons fait un bon chemin, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire et je vous promets, avec toutes ces annonces-là, que nous y arriverons progressivement. J'ai juste besoin de votre confiance, de votre mobilisation et que nous allions ensemble. C'est pourquoi son ton était très rassurant. D'accord. Alors, Lancinet, dites-moi les annonces marquantes du chef de l'État, mais je voudrais marquer ici un arrêt sur la rétrocession du 43e BIMA à l'armée ivoirienne. Et le chef de l'État a dit dès janvier 2025. Qu'est-ce que cela peut apporter, je veux dire, renvoyer comme message à tous les Ivoiriens, selon vous? Cela renvoie le message que il ne s'agit pas forcément de frapper sur le tam-tam pour aboutir au même résultat. Parce que certains avaient voulu que ce soit sur le mode d'un déchirement entre l'ancienne puissance coloniale et la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a choisi la méthode de la persuasion, de la discussion, de la concorde. Et je crois qu'il a dit, c'est de façon concertée que cette décision a été prise. Aujourd'hui, le camp est rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'éclat de voix. La Côte d'Ivoire a gardé ses anciens partenariats. Et ça, c'est pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu besoin de tambouriner. Vous faire référence à... Oui, bon, bien sûr que d'autres pays ont choisi... N'ayez pas peur de le dire. Oui, bien sûr que d'autres pays ont choisi d'aller sur un plan belliqueux, mais lui, il a choisi la diplomatie. Et nous avons les mêmes résultats sans qu'il y ait de fragmentation entre la France, qui nous est encore utile. Parce que nous avons besoin de la technologie française, pas seulement de la France, mais de toute l'Europe et de tous les partenaires. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en phase de diversification de ses partenariats, aussi bien en Afrique, en Asie qu'en Europe. Donc, on n'a pas besoin de faire des cris d'orfraie pour que cette rétrocession puisse se faire. On a procédé par diplomatie, par persuasion. Aujourd'hui, les résultats sont là. Le camp s'appelle désormais le camp général Thomas Dakin. Analyse de cette méthode du chef de l'État, professeur Dion. Il a commencé par dire que la Côte d'Ivoire est le pays du dialogue. Il nous rappelle notre ADN politique. Nous sommes un pays de dialogue.
Et nous obtenons tout par le dialogue. Quand vous parcourez l'hymne national de Côte d'Ivoire, on dit que nous avons ramené la liberté dans la paix. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voulez que les bases françaises partent, se ferment? Demandez. Et sachez demander. Et vous obtiendrez. Comme disait tout à l'heure Bakayoko, vous n'avez pas besoin de remuer ciel et terre, de mettre en péril toutes les relations que vous avez avec un État pour demander que des militaires français se retirent de votre territoire pour que vous puissiez réorganiser les choses. La Côte d'Ivoire a juste demandé, s'est organisée, a su avoir la parole juste et opportune et a obtenu le même résultat. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, il a fait le bilan. Il y a plusieurs secteurs qui sont passés en revue. Au niveau de la jeunesse, le chef de l'État a annoncé notamment qu'il va améliorer les conditions de vie de cette jeunesse en mettant l'accent sur la culture, sur l'art. Alors, j'ai envie de demander à professeur Dion, est-ce que les engagements annoncés lors du discours précédent, est-ce que ça a été tenu? Vous allez faire l'état des lieux et puis vous prononcer sur cet engagement que le chef de l'État prend à nouveau face aux jeunes de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État lui-même est revenu sur ces engagements-là et il nous fait constater avec lui que le PS-Gouv, dans sa dimension jeunesse, a atteint pratiquement ses objectifs. Mais comme je dis toujours, il a l'humilité de dire on ne l'a pas fait à 100%, je ne suis pas totalement parfait parce que je sais que vous avez des attentes. Et je suis à l'écoute de vos attentes. Tous les jeunes aujourd'hui, et même nous les aînés, nous avons le regard baissé sur nos portables. Donc la vie des jeunes est dans le numérique. Ce sont des êtres numériques. Et il dit, comment faire en sorte que là où leur regard se porte, nous puissions faire que leur bonheur et leur mieux-être se trouvent. D'où la création de la Cité de l'innovation et de la culture, parce qu'il sait qu'en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, la jeunesse, c'est le génie, c'est le talent. Il faut créer les conditions pour que ces jeunes donnent le maximum d'eux-mêmes et vous verrez. Si cela est fait, et je pense qu'avec le chef de l'État, on peut espérer que cela sera fait, dans 5 ans, dans 10 ans, vous verrez comment les jeunes Ivoiriens vont manifester leur génie et ça va faire du bien à ce pays-là. Le 31 décembre 2023, le chef de l'État annonçait plusieurs emplois pour les jeunes. Cette année, l'accent est mis sur la culture, sur l'art. Alors, Lanciné, qu'est-ce que cela, suscite en vous comme commentaire? Il a parlé de culture, il a parlé d'art, il a parlé d'innovation. Vous savez, la digitalisation, c'est un secteur transversal qui vient irriguer l'ensemble des secteurs d'activité d'une nation. Et Marie-Laure, je m'en voudrais de quitter ton plateau si on ne parle pas aussi des femmes, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas d'une question de parité entre les hommes et les femmes. Et je crois que le génie créateur des femmes peut aujourd'hui profiter à la Côte d'Ivoire. Et il a parlé pour les filets sociaux, il a parlé de 230 000 aujourd'hui qui vont être portés à 300 000 les filets sociaux. Et je vous apprends qu'au niveau de l'agriculture, par exemple, c'est entre 2011 et 24 aujourd'hui, c'est près de 22 000 milliards qui ont été distribués aux paysans. Et la bonne annonce qu'ils viennent de faire, c'est que la couverture maladie universelle va être étendue aux populations paysannes à partir du premier trimestre 2023. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je voudrais terminer sur la question de l'endettement, qui est aujourd'hui un souci majeur pour les Ivoiriens. Ça fait débat dans toutes les chaumières. Et il a annoncé que c'est de 56% au niveau du PIB. Oui, 56%, c'est encore très loin des ratios prudentiels qui sont autour de 70% au niveau des normes communautaires. Alors, parce que les populations demandent qu'on puisse ressentir toutes ces annonces dans leurs assiettes, dans leurs foyers, dans leurs familles. Professeur Dion, qu'est-ce que vous leur dites, ceux qui vous regardent et qui pensent que ce sont juste des chiffres qui sont annoncés pour faire plaisir à l'oreille? Il faut des chiffres pour qu'on évalue. Mais il faut que ces populations aussi comprennent la nécessité de faire confiance au chef. C'est pourquoi il y a ce désir de communiquer constamment. Ce n'est pas juste le besoin de communiquer parce qu'il faut le faire, mais c'est de dire voici ce que nous faisons pour vous. Et la communication, ça crée de la confiance. Et il faut qu'à partir de cette confiance-là, nos populations, elles aussi, se rendent compte que ce qui est fait, c'est fait pour elles. Et ça, c'est très important. C'est pour cela qu'il faut faire le maximum pour que dans chaque ménage, et le chef de l'État en a parlé, pour que dans chaque ménage, chaque Ivoirien ressente ce désir, ce besoin d'être véritablement Ivoirien et de savoir qu'il profite aussi des richesses immenses de ce pays-là. Et je pense que c'est un travail de longue haleine.
Sur le plan, en une minute seulement, parce qu'il faut qu'on aborde aussi la question de la cohésion et de la paix. Oui, sur le plan du vivrier, je crois qu'aujourd'hui, les populations, en tout cas au niveau de la production du riz, qui est la principale denrée alimentaire en Côte d'Ivoire, nous étions à un déficit de près de 800 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes passés de 1 200 000 tonnes à 2 millions de tonnes. Et ça vient réduire un peu le déficit. Mais Marie-Laure, il faudrait qu'on dise que tout n'est pas que vivrier, parce qu'aujourd'hui, sur le plan énergétique, qui est une sorte de secteur aussi transversal, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a 2907 MW de puissance installée et nous devons passer à peu près à plus de 3000 de puissance installée. Je le dis pourquoi? Parce que ce sont des secteurs qui font de l'emballement au niveau des autres secteurs, qui viennent irriguer les autres secteurs, et je crois que la création d'emplois va aller de là. On vient de faire des découvertes de mines à Kani et à Diara et même à Tanda. Ça, ce sont des secteurs qui sont énergivores et les jeunes peuvent s'orienter vers là, surtout qu'on a développé ce qu'on appelle le contenu local qui permet à tous les jeunes d'être orientés dans toutes les strates de ces industries-là, qui sont des industries vraiment qui font beaucoup d'emplois. Je pense que ça, ce sont des opportunités que nos jeunesses peuvent saisir. Il nous reste quelques minutes, malheureusement, et la présidentielle, c'est dans 10 mois exactement. La présidentielle aura lieu en octobre prochain. Alors, on s'attendait à ce qu'il y ait quand même une grâce présidentielle. Ça ne vous a pas surpris? Oui, mais il y a une grâce présidentielle. Il y a près de 2000 prisonniers qui vont être mis en liberté. Oui. Ça peut venir décongestionner nos prisons. C'est vrai qu'ils ne sont pas surchargés, mais c'est un acte de magnanimité du chef de l'État, mais qui est habituel, mais qui est aussi constitutionnel, puisque l'article 46 de la Constitution lui donne cette autorisation. Dion, c'est un message fort aussi. Oui, c'est un message fort, mais c'est aussi une façon de dire oui, il y a la grâce, mais ne recommencez pas. C'est le pardon de la nation. Et d'autres réclament l'amnistie. C'est un autre chapitre, c'est encore plus complexe, c'est beaucoup plus politique, et donc c'est pas la même logique. C'est vrai que le chef de l'État a aussi des leviers. Il peut prendre une ordonnance pour faire l'amnistie, même s'il va falloir une loi de réhabilitation après. Mais pour l'heure, je pense que ça, c'est un autre débat dont le chef de l'État n'est pas seul à avoir tous les leviers de cette amnistie. Il y a aussi l'Assemblée nationale. Et je pense que dans le cas d'un apaisement, si le dialogue est inclusif, s'il est maintenu, si chaque parti fait preuve de résilience et de bonne volonté, je pense que la Côte d'Ivoire devra aller vers des élections. Et le chef de l'État n'a pas parlé d'inclusif, mais il a parlé d'élections démocratiques. Alors, ce discours parvient-il, selon vous, à créer un sentiment d'unité nationale à l'orée de la présidentielle? Professeur Dion. À tout le moins, c'est un discours qui peut rassurer, surtout dans la fin. Dans la fin, le chef de l'État, comme il a dit, parle d'élections démocratiques, d'élections transparentes. On sait aussi que c'est aussi les exigences de l'opposition ou d'une bonne partie de l'opposition. Et c'était important que le chef de l'État rassure. En interne, mais aussi rassure nos partenaires. Il dit, je tiens compte de ce que nos partenaires considèrent, regardent, disent. Donc nous allons faire en sorte que cela soit. Voyez-vous, je crois que ce pays, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays particulier, la Côte d'Ivoire. On a un leadership particulier qu'il faut qu'on assume. C'est pourquoi c'est un pays d'excellence. Autant nous recherchons l'excellence en économie, autant nous recherchons et nous sommes excellents en culture, en sport, le chef de l'État l'a rappelé. Avec la CAF, autant avec Bansé, avec nous devons d'autres. porter ce leadership et être excellents du point de vue politique et du point de vue de l'organisation des élections. Et il me semble que le discours du chef aujourd'hui, surtout dans la chute, nous donne l'espoir parce qu'il dit, rassurez-vous, nous ferons en sorte d'avoir des élections démocratiques et transparentes. Et moi, ça me réjouit. Oui, il est évident que dans la lutte politique, il y a toujours cette atmosphère de surchauffement, et ça, c'est inhérent à la vie politique. Donc, il ne faut pas croire que quelques étincelles qui viennent là peuvent être des éléments de fragmentation sociale. Pour moi, le chef de l'État a fait un discours, il appartient à chaque citoyen de s'en approprier le bout qui le convient, et les luttes de pouvoir peuvent se faire dans un cadre démocratique, dans un cadre consensuel. Et pour moi, la ligne est tracée, la trajectoire est ouverte. Il appartient à chaque pays de s'y engouffrer bien dans l'intérêt bien compris de la Côte d'Ivoire. Merci Lansine Bakayoko, merci professeur Dion Simplice, merci d'avoir été avec nous. Je ne peux pas vous laisser sans vous demander quand même de formuler des vœux. Pour 2025, Lansine, rapidement, en 30 secondes. Oui, bien sûr. Moi, je l'avais dit tout à l'heure, les élections ont toujours été des moments anxiogènes pour la Côte d'Ivoire. Et donc, pour moi, le vœu, c'est d'en appeler à la classe politique. En appeler à la classe politique dans le sens, je vais être trivial, d'avoir pitié des populations, en fait, d'organiser des élections crédibles, paisibles, et que le vainqueur reconnaisse qu'il n'a pas gagné et qu'il prenne son téléphone
pour saluer le vainqueur. Et ça, que le vaincu prenne son téléphone pour appeler le vainqueur pour dire félicitations. Et que le vainqueur ne fasse pas preuve de... ne vienne pas se gargariser, qu'il fasse preuve d'humilité pour que la démocratie puisse prospérer, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant, pour que les années de violence deviennent des vieux souvenirs. Merci beaucoup. Professeur Dion, en 30 secondes aussi rapidement. Est un pays de lumière. Mettons-nous debout et devenons lumière en 2025. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite à vous deux une très très belle bonne année 2025. Merci Marie-Laure. Très belle et heureuse année. Bonne année à toi aussi et bonne année à la RTI. On va rester ensemble pour regarder ce prochain élément, 2024 qui s'achève dans quelques heures seulement et 2025 arrive. On accueille la nouvelle année en toute sécurité. Les forces de l'ordre sont à leur poste, vous allez le voir. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagono Diomandé, vient d'achever sa tournée de mise au point. Il était dans les différents postes de commandement du district de police de la région des Grands Ponts. Serge Koléa y était pour RTI 1. Le général Vagondo Diomandé sur le terrain pour se rendre compte des capacités opérationnelles de ces hommes. En ligne de mire, la sécurisation des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Après Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité mène sa tournée d'expression et de mobilisation dans la région des Grands Ponts. À Dabou, il marque une escale au centre de secours d'urgence de l'ONPC, l'Office national de protection civile. Une séance de présentation de la stratégie globale qui permet au ministre d'évaluer le dispositif. Un dispositif qui sera renforcé afin de rendre les pompiers civils efficaces en ces moments festifs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité va parcourir quelques commissariats avant de battre le rappel des troupes au district de police. Les forces de défense et de sécurité au niveau de toute la région se sont réellement mobilisées pour permettre à nos concitoyens de passer des fêtes en toute sécurité. Je voudrais saluer justement cet engagement-là. Mais tout tient dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Nous ferons le point après les fêtes. Mais je pars rassuré. Vous me donnez l'occasion de demander aux populations d'adhérer aux dispositions qui sont prévues pour les fêtes et faire preuve de prudence. C'est ce mot-là que je prononcerai toujours avec insistance. C'est la prudence qui nous met à l'abri de tous les désagréments que nous pourrons subir. 250 policiers et gendarmes déployés. Ils vont sécuriser les lieux de culte, les gares routières, les espaces de divertissement et veiller au bon déroulement des festivités. Le ministre insiste sur la rigueur et la discipline des équipes qui devront travailler pour rassurer les populations. Je vous livre à présent ce communiqué relatif au Nouvel An. Il émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 1er janvier 2025, jour de la fête du 1er janvier, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle, le 1er janvier 2025 est déclaré jour férié, chômé et payé. Voilà, c'est le clap de fin de 2024. Mais l'Asie et l'Océanie ont déjà basculé en 2025. Les populations ont célébré le réveillon du Nouvel An à coups de feu d'artifice et de l'archer de ballons. La cité-État asiatique a l'habitude d'en mettre plein les yeux à ses habitants et aux touristes avec un spectacle des plus impressionnants à Tokyo, Kuala Lumpur, Sydney. L'entrée en 2025 a été très colorée, rythmée par un grand feu d'artifice du Nouvel An. Mais en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, 2025 arrive dans quelques heures seulement. Très belle fête à toutes et à tous. C'est la fin de ce journal. Vous l'avez imaginé, vous avez raison. J'ai été ravie de vous avoir présenté ce dernier 20 heures de l'année 2024. Eh bien, pour 2025, l'ensemble de la rédaction et toutes les équipes techniques vous souhaitent tout le bonheur, surtout la paix pour accomplir